Chers auditeurs, l'heure est grave. Le Sanhédrin nous persécute et nous domine. Mais sa fin approche et sa haine se déchaîne contre nous. Gare aux leurres, aux faux remèdes, aux fausses charités imposées par nos États au bord du chaos. Au secours temporel s'ajoute le secours spirituel. Et puisque l'homme n'atteint sa dignité que dans le travail, le revenu universel ne sera qu'orgueil assassin. Ils vous prendront tout. Ils vous spoileront. Nul n'y échappera. Comme jadis, les banquiers animés par le diable spoilèrent les biens de l'Église de Dieu. Face à cela, l'amour, l'espérance, la charité, la révolution. Pour en parler, je suis en compagnie d'Hildegarde. Hildegarde, bonjour. Bonjour NVV. Je rappelle à nos auditeurs que tu as un site très intéressant s'ils souhaitent approfondir les sujets évoqués ici, mais aussi pour se former, s'instruire et se divertir. Ainsi qu'un compte Twitter dont nous mettrons les liens en description. Exactement. Merci NVV. En préambule, je voudrais te poser la question de la nécessité du combat politique aujourd'hui. Vu que tout est bloqué, certains te diront que ça ne sert à rien, qu'il faut d'abord penser à soi pour peut-être aider les autres, et encore, et encore. Qu'est-ce que tu souhaiterais répondre à ces gens-là ? Alors je répondrais tout simplement que c'est une posture qui est l'exact inverse de la politique. Et la politique, faisant partie de notre nature humaine, eh bien en fait cette posture de retrait revient à être antinaturelle finalement. Puisque la politique, c'est l'art de changer les choses. On sait qu'on peut changer les choses et qu'on veut le faire. Si on part du principe que rien ne peut être réglable et que on se concentre sur nous et notre petite personne, qu'on fait une espèce de repli individualiste, eh bien cette posture est antipolitique et donc antinaturelle. Je pense aussi que c'est un manque de charité politique, d'amitié politique, comme le dirait Aristote. En cela, c'est une attitude complètement anti-chrétienne aussi. La charité nous presse, comme dirait saint Paul. Et la charité, c'est aussi s'occuper de la politique, parce que comme le disait Pie XII, et c'est d'ailleurs un de mes slogans, entre guillemets, sur mon site internet, la charité, la forme la plus haute de charité, c'est la politique. Puisque le bien de tous, le bien commun, est supérieur au bien des partis. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait. La charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre à ordonner la vie politique si on ne s'ordonne déjà pas dans sa vie et dans sa vie de famille. Mais si vous voulez, ça reste que à un niveau pré-politique. Et les hommes ne sont pas que leur famille ou juste eux-mêmes. Ils font aussi partie intégrante d'une cité. Puisque la famille, d'ailleurs, n'est pas une cellule parfaite. Qu'est-ce qu'entend d'ailleurs saint Thomas d'Aquin en disant que la famille n'est pas une cellule parfaite? C'est qu'elle n'est pas autosuffisante. Il faut qu'elle se repose aussi sur d'autres familles qui ont d'autres tâches, d'autres talents, d'autres charismes. Et c'est comme ça qu'on parvient à une société politique, c'est-à-dire à une société parfaite. C'est ça qu'entend saint Thomas d'Aquin dans la perfection de la vie politique. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous replier sur votre famille puisque vous n'avez pas toutes les capacités pour subvenir à vos besoins si vous vous repliez sur vous ou sur votre noyau familial. Il faut élargir parce que sinon vous n'avez pas tous les talents dans votre famille. Il y a des familles qui sont charpentiers, d'autres qui sont fleuristes, d'autres qui sont jardiniers et en fait toutes ces compétences-là accumulées parviennent à la perfection de la vie en cité. Et pour régler cette vie en cité, eh bien il faut aussi s'engager en politique. C'est un jeu de poupées russes. Non seulement ils ont tort, dès maintenant à votre petite échelle, vous pouvez avoir un impact sur la situation actuelle. Plus on aime Dieu, plus notre désir d'aider les hommes grandit en nous. Car c'est aussi animer l'espérance, seul moteur au changement chez l'homme. À l'heure où l'État ne protège plus, quel constat pouvons-nous faire sur ses capacités à remplir ses fonctions régaliennes aujourd'hui, c'est-à-dire ses fonctions principales, celles qui donnaient autrefois sa raison même d'exister, Hildegarde? Le constat sanitaire actuel nous pousse à regarder déjà du côté des hôpitaux qui ont été incapables de gérer la crise du Covid. En fait, les véritables responsables de la crise du Covid et des morts, on doit être autour des 80-90 000 morts qu'on a sur le dos. Les responsables de la crise du Covid sont Sarkozy et Hollande. Pourquoi ? Parce que suite à la crise financière de 2008,
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a serré les boulons au niveau des fonctions régaliennes, mais aussi des fonctions un peu plus transverses comme celle de la santé. Et on se retrouve aujourd'hui avec des hôpitaux qui ont été débordés par la crise du Covid, alors qu'il y a fort à parier que si cette crise s'était déroulée au début du 21e siècle, donc il y a 20 ans, on aurait eu peut-être un peu moins de mal à gérer cette crise, en tout cas d'un point de vue humain. On le constate d'ailleurs, la décrépitude des hôpitaux français au cours de la décennie 2010 est vraiment indéniable, puisque le système de santé français a été reconnu comme le meilleur au monde au début des années 2000. Ça, je tiens à le rappeler. Et puis, on le constate aussi, alors il y a non seulement la baisse du niveau des hôpitaux français, mais aussi de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le système de recherche. On voit par exemple l'échec de la production du vaccin français contre le Covid. Sanofi et l'Institut Pasteur n'ont pas réussi à créer un vaccin anti-Covid. Alors, juste ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont été incapables de le faire, alors que nos homologues chinois, russes, allemands, etc. ont pu réaliser ce vaccin. Donc on voit aussi une décrépitude de la nation de Pasteur, de la nation de la santé, de la recherche qui a toujours été la France, que ce soit en termes de recherche, donc c'est-à-dire dans la manière de financer justement la recherche, mais aussi de former les chercheurs. Là, tu parles sur la santé, mais il n'y a pas que la santé, il y a aussi la sécurité. Tout à fait. C'est quand même un point aussi qui est très important. Il me semble que le premier devoir de la puissance, c'est de protéger. Donc là aussi, on peut voir une décrépitude de l'État à protéger les Français. On peut le dire comme ça. Un déficit complet. On a souvent tendance, quand on regarde ça, de se dire c'est parce qu'il y a des manques de moyens, etc. Non, c'est des manques de volonté, c'est voulu. La situation actuelle est voulue. Si demain, il y a une insurrection dans les banlieues, la police peut complètement régler le problème sans faire appel à l'armée. J'entends souvent des gens du style Zemmour, etc. dire oui, il faut l'armée dans les banlieues. C'est faux. La police peut parfaitement maîtriser la situation sans grand effort si demain il y a une insurrection dans les banlieues. La situation, en vérité, est voulue. Tout comme dans le domaine de l'éducation nationale, qui est aussi un gros domaine dans lequel il y a eu un rétrécissement, un affaiblissement de l'État. La déséducation post-nationale est devenue une fabrique de l'échec. Et le pire, c'est que c'est voulu. Encore une fois, c'est pas de l'incompétence, c'est voulu. Je vous renvoie au livre de Michéa, L'instruction de l'ignorance, qui vous explique ça très bien. C'est-à-dire que pour que la société capitaliste, libérale dans laquelle nous vivons, pour qu'elle puisse continuer, il faut créer des imbéciles, il faut créer des décérébrés, il faut créer des gens qui ne sont pas capables de penser et pas capables de remettre en question le système dans lequel ils vivent. Mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait une élite qui est formée notamment par les écoles sous contrat, les écoles bien souvent catholiques, pour maintenir la société, alors qu'en bas, en soi, on ne pense pas. Donc le système de l'éducation nationale, l'échec de la déséducation post-nationale est voulu. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est voulu, c'est ça le pire. Et pareil pour la police. Si demain on veut mater une révolution en banlieue, la police peut le faire sans problème et sans qu'on ait besoin d'envoyer l'armée. Oui, sauf que ça fonctionne sur de l'endettement, ça fonctionne sur du crédit, tout ça. Donc à un moment donné, va bien y avoir un mur. Ça fonctionne aussi sur un mythe, celui de l'égalité. Aujourd'hui, on se trouve devant ce mur. Est-ce que la société n'est-elle pas en train de s'écrouler sous le poids de ses propres contradictions, notamment celle de l'impossibilité de l'assimilation ? Tout à fait. Là, d'ailleurs, on n'a plus qu'à faire un constat qui, il me semble, dépassionné, c'est que l'État-nation français, tel qu'il a pu être conceptualisé, entre guillemets, au 19e siècle, n'existe plus. Que ce soit au niveau politique, puisque la France, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, n'a plus les mêmes moyens que ceux qui étaient les siens encore il y a quelques décennies de ça, et surtout au niveau ethnique. Et moi, quand j'entends parler des personnes comme Natacha Polony qui veulent sauver l'État-nation, elles se rendent pas compte, ces personnes-là, qu'il est déjà mort. Et c'est certainement pas avec les idées de Natacha Polony, qui dit que c'est pas très grave que l'État-nation français accueille des étrangers, mais que le problème se situe au niveau de l'assimilation. Je pense qu'elle a pas vraiment compris. Quand on accueille des étrangers, fatalement, on va aussi devoir s'adapter à celui qui arrive. C'est pas avec ces idées de laïcité et avec ces idées d'accueil des étrangers qu'on va pouvoir régler le problème de l'État-nation actuel. Oui, ils sont restés, ces gens-là, sur le système assimilationniste, en fin de compte. Le système assimilationniste, d'ailleurs, qu'on nous fait croire comme étant la panacée, mais je ferai rappeler quand même deux petites choses. Le système de l'assimilation marche lorsque déjà les personnes sont proches culturellement, les Italiens, les Espagnols, les Polonais. Et puis, quand les personnes qui arrivent et sont bien accueillies, qu'on a la possibilité matérielle et économique de les accueillir et que ces personnes fassent des efforts. Et d'ailleurs, même l'assimilation ne marche pas, même au niveau des Italiens. Bon nombre d'Italiens au 19e siècle qui sont retournés chez eux parce que ils voyaient bien qu'il y avait un fossé. Donc, c'est-à-dire que même entre blancs catholiques parlant une langue romane, il y avait quand même des fossés culturels assez énormes. Oui, il y a Jacques Dupaquier et Pierre Milza qui
qui ont fait des études dessus. Cela concernait les Italiens et les Polonais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la Révolution française a été la conséquence d'un système où la marchandise était en extension. Donc effectivement, ça a permis de constituer une classe bourgeoise qui, elle, mena cette révolution d'une certaine manière. Donc le socle qui sous-tendait la société jusqu'alors était l'expansion de la marchandise. Constitution d'une classe moyenne, énorme, afin de réduire les tensions et les contradictions de l'époque, est venu supplanter à cela le mythe de l'égalité et la République universelle. Or, cette classe moyenne est en train de disparaître aujourd'hui, et la marchandise se réduit. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le confort bourgeois, en somme, va disparaître. Il est prévu, aujourd'hui, avec les différentes crises, notamment du Covid, que la classe moyenne va voir son niveau de vie baisser de 50% dans les prochaines années. Autant dire une disparition totale de la classe moyenne. Donc on sort de la société égalitaire, qui lui donnait sa stabilité, qui était basée donc sur la constitution d'une classe moyenne importante, mais on peut aussi voir la fin de sa faible démographie et sa primauté de la marchandise sur le sacré, l'un allant avec l'autre. En fin de compte, on s'est mis à faire moins d'enfants parce que le confort nous permettait de faire moins d'enfants. Donc l'État-providence se retire, on le voit déjà en province. L'individualisme forcené aussi va se retirer. S'il y a moins d'État-providence pour protéger, les gens vont devoir faire aussi communauté. Recréer les anciennes solidarités. Organique, voilà, tout à fait. Nos ancêtres, notamment les boomers, ont eu la possibilité de déléguer leurs anciens modes de vie à l'État. Aujourd'hui, l'État se retire, donc nos anciens modes de vie vont revenir. Et que ce faisant, la sociabilisation ne se fera plus par rapport à la quête de plaisir, mais à la survie, tout simplement. C'est le retour des règles communes ou un morcellement total de la France en néo-tribu. Tu vois ça comment, Hildegarde ? Effectivement, l'effondrement de l'État est programmé sous le poids des propres contradictions que tu viens de mentionner. Déjà, premièrement, avec l'État en fait qui est aujourd'hui sans cohérence nationale. Tout État sans cohérence nationale est voué à s'effondrer. Et là, je pense qu'on peut prendre l'exemple de l'Empire romain qui n'est pas sans lien avec notre époque actuelle, puisque ce qu'ont fait les Romains à la fin de l'Empire, à partir du moment où il a commencé à y avoir justement le déferlement des migrations germaniques sur les anciennes provinces de l'Empire romain, ce qu'ils ont fait, c'est que pour les caresser dans le sens du poil, on a décidé de les intégrer dans le corps constitutif de l'Empire romain, s'il en est par excellence, l'armée. Donc ce qu'on a fait, c'est que c'était les barbares, en fait, se combattaient entre eux. Les barbares combattaient d'autres barbares. Les Francs faisaient d'ailleurs partie de ce qu'on appelait les peuples fédérés, donc c'est-à-dire les peuples soumis à Rome. Et aujourd'hui, on voit à peu près la même chose, c'est-à-dire que la France et plus largement tous les États de l'Occident de manière générale, on essaye d'intégrer ces néo-tribus qui sont souvent halogènes, en l'occurrence. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de les amadouer, de les caresser aussi dans le sens du poil, en essayant de les intégrer coûte que coûte dans l'État. Mais à un moment donné, ça va finir par s'effondrer. Tous les États bancaux comme ça, qui composent avec trop de nationalités, trop de cultures, finissent par s'effondrer. Je vous renvoie aussi à l'Empire austro-hongrois. C'est à peu près la même chose aussi. À un moment donné, tous les empires finissent par s'effondrer. Et d'ailleurs, je pense que la comparaison de la France actuellement avec une forme impériale en tout cas est pertinente. C'est-à-dire que effectivement, oui, la France est un empire aujourd'hui. On essaye il y a plusieurs nations sur notre territoire et on essaye de les amadouer et on essaye de les intégrer coûte que coûte, sauf que ça finit par s'effondrer. De ce point de vue-là, l'État est voué à s'effondrer. Mais l'État est aussi voué à s'effondrer, sous le poids de sa trop grande providentialité entre guillemets, puisque aujourd'hui on constate que la folie de la dette atteint des sommets. Par exemple, la Commission européenne a dernièrement évalué la dette publique en France en 2045 de 150% du PIB, ce qui est énorme. Enfin, ça sera absolument fatidique pour la France, puisque pour assurer en fait la continuité de l'État-nation et de l'État-providence tel qu'il est conçu actuellement, c'est-à-dire tout le système de retraite, de sécurité sociale, de chômage, en fait, on doit emprunter. Et ça nous lie en fait ad aeternam aux banques. Et c'est ce qui est voulu aussi. C'est-à-dire que on se dit oui, c'est chouette, on va pouvoir emprunter pour pouvoir assurer l'État-providence actuel et l'État-nation tel qu'il existe actuellement. Mais ça nous lie aux banques et c'est complètement intenable sur le long terme. Donc voilà, il va falloir choisir entre l'État-providence et le désendettement et donc l'indépendance de l'État regagnée par rapport aux banques.
pour que la victoire du réel l'emporte sur l'idéologie, que Dieu l'emporte sur la République, que l'homme l'emporte sur le Sanhédrin qui le gouverne, via la presse, les tribunaux, les partis ou l'éducation dite nationale, est-il temps de faire sécession avec ces derniers, Hildegarde? Alors oui, mais avant toute chose, il faut prendre conscience que nous avons des moyens extrêmement limités et que notre famille de pensée est très loin d'être majoritaire au sein de la population. Donc, analyser la situation et proposer des solutions, ça demande un certain degré d'humilité que tous les militants de notre bord, entre guillemets, sont loin de tout savoir. Il suffit juste de sortir dehors et de regarder avec ses yeux, tout simplement. Ce qui est à notre portée. Je pense que la solution à moyen terme, court moyen terme, on va dire, ça va être de fonder des sortes de ZAD, en fait, de zones à défendre, catholiques et nationalistes, qui existent déjà. Il y a déjà en fait des sortes de communautés catholiques enracinées et plus ou moins autonomes, qui se créent d'ailleurs souvent autour d'écoles hors contrat. C'est assez parlant de voir des écoles hors contrat devenir le noyau en fait de communautés catholiques enracinées, autonomes, nationalistes. Ce qu'on constate, c'est que les communautés catholiques se créent autour d'écoles hors contrat, qui va être le sens de l'éducation et qui va être justement le socle de notre victoire pour demain, parce que pour qu'on soit des chevaliers, il faut déjà être formé intellectuellement. Et je trouve que c'est assez providentiel en fait que tout se crée autour des écoles hors contrat. Pour l'instant aussi, je pense qu'il vaut mieux que l'autarcie soit mesurée pour se préparer ensuite à une sécession plus radicale quand il le faudra. Mais il faut aujourd'hui que l'autarcie soit mesurée dans la mesure où si on est vraiment trop dans l'optique ZAD, comme il peut en exister par exemple à Notre-Dame-des-Landes, je pense qu'on attirera trop l'attention de l'État sur nous et c'est pas l'objectif parce que l'État a des moyens que nous n'avons pas. Et moi, quand j'entends certaines personnes dire oui, on va aller couper les têtes à l'Élysée, on va renverser l'État, calmez-vous les amis. Ils ont des moyens technologiques derrière que vous n'imaginez pas. C'est pas ce qu'il faut faire à court moyen terme. Il faut plutôt faire une autarcie mesurée, c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Exactement, il faut se replier sur, on va dire, les fonctions régaliennes, c'est-à-dire savoir se défendre, essayer de manger plus ou moins de manière autonome en privilégiant les circuits courts, etc. Avoir des écoles catholiques solides, donc hors contrat. Le sous-contrat, c'est de l'école publique version améliorée, faut pas se voiler la face. Et aussi un travail, on va dire, plutôt enraciné et concret, quoi. Ce qu'il faut aussi, et ça je pense que vous le savez déjà et qu'on vous le répète assez souvent si vous êtes au fait de ce genre de problématique, il faut absolument quitter les grandes villes, il faut aller en campagne, il faut cultiver votre potager, faire des stocks. Si demain il y a une grande crise qui nous amène à avoir des ruptures de livraison, d'approvisionnement, il faut savoir, ceux qui survivront, ce seront ceux qui auront fait des stocks. Produisez votre propre électricité aussi, ça peut être possible. Je connais personnellement des familles qui le font. Soyez autonome aussi en matière de médecine, ça j'insiste dessus et je pense que les femmes ont vraiment un rôle là-dedans. On n'insiste pas assez sur l'autonomie médicinale. N'allez voir le médecin que si vraiment vous en avez besoin. Je pense que les femmes ont été gardiennes, je l'avais dit lors de la précédente émission sur l'écologie, les femmes ont été pendant très longtemps les gardiennes d'un savoir médicinal qu'on a perdu et qu'il faut retrouver absolument pour retrouver notre autonomie face au Big Pharma tout simplement. Mais il y a un risque lorsque l'on possède des biens, une situation, une famille, on peut tout perdre. On peut se retrouver en prison. On le voit, les opposants un petit peu radicaux, aujourd'hui, sont jetés en prison, en France. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Alors oui, mais il faut être extrêmement prudent, parce que comme tu l'as dit, il y a des risques qui existent et qui ne sont pas à sous-estimer. Ça peut aller de la simple fiche S à la prison, voire l'exil. Ce qu'il faut en fait pour éviter ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc l'État a des moyens que nous n'avons pas et il faut en prendre acte. Encore une fois, je le répète, parce qu'il y a beaucoup trop de militants qui ont des visions romantiques de la situation, qui pensent qu'ils sont des chevaliers, qui vont détruire le système qui nous accable. C'est faux, faut redescendre un peu sur terre. Je pense que l'ennemi doit s'encercler et non être attaqué frontalement, parce qu'il est beaucoup trop fort. Mais quel que soit votre état de vie, il y a des choses que vous pouvez faire dès à présent sans trop risquer justement les risques que tu viens de mentionner. Je pense que déjà, il faut sécuriser votre argent. Et pour ce faire, il faut que vous retiriez du cash et que vous limitiez le plus possible les achats par carte bancaire. Ça nous paraît complètement dingue aujourd'hui, mais c'est ce vers quoi il faut viser. Et je suis la première personne à m'accuser quand je dis ça parce que je suis loin de retirer du cash alors qu'il le faudrait. Je vous dis d'ailleurs parce que Christine Lagarde veut un euro numérique d'ici 2025.
Donc, supprimer les billets. C'est ce qu'on fait progressivement depuis 5 ans déjà, puisqu'on retire progressivement les gros billets comme 500 €, 200 €, 100 €. Aujourd'hui, il n'y a plus que 50 €, 10 € et 20 €, et même encore le 50 € commence à devenir assez rare. Convertissez aussi vos payes, si vous êtes salarié, convertissez vos payes en Monero, qui est un argent, une monnaie cryptée que vous pouvez utiliser de manière complètement anonyme. Attention avec les crypto-monnaies, c'est pas pour placer. C'est un système de change. Ça sert à faire des transactions. Il faut pas miser dessus parce que la monnaie peut s'écrouler du jour au lendemain. Hein. C'est pour faire des transactions. Hein. Exactement, mais si vous voulez le faire de façon anonyme, privilégiez vraiment ce système-là. Il faut aussi utiliser un VPN sur Internet. Ça, il faut absolument rester anonyme sur Internet, en particulier si vous avez des activités militantes, si vous recevez des mails, etc. Il faut vraiment être anonyme sur Internet et pour cela, utiliser une messagerie cryptée comme ProtonMail, qu'on utilise NVV et moi. Cachez votre webcam aussi. Ça, c'est indispensable. Achetez en AMAP. Essayez de limiter autant que faire se peut vos dépenses au supermarché, vraiment au strict nécessaire. Il faut aussi abandonner Amazon. Résilier votre abonnement Netflix. Et enfin, donner le moins possible aux impôts en faisant des dons. C'est-à-dire qu'il faut que votre argent serve à l'édification d'une société parallèle, finalement. Il faut le plus possible protéger votre argent, vraiment faire très très attention à tous les risques qu'on vient de mentionner. Parce que le problème, c'est que pour les personnes très engagées, que ce soit politiquement ou même simplement pour avoir exprimé un point de vue dissident comme Hervé Ryssen par exemple, il y a vraiment des risques réels. Comme je l'ai dit, ça va de la fiche S à l'exil. Ça peut passer par de la surveillance, par de la perte d'emploi, par de la prison. Et ça, c'est vraiment des risques qui existent et qu'il faut être prêt à assumer si vous voulez militer de manière publique et non anonyme. Et si vous n'êtes pas prêt à assumer les conséquences de ça, ce qui peut parfaitement se comprendre si vous avez une situation familiale, professionnelle, etc., il faut rester anonyme dès que vous faites un acte dissident. Et ça peut commencer par juste aller sur un site non politiquement correct. Quand vous allez sur Internet, il faut partir du principe qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui regarde votre écran en permanence. Il faut vous imaginer que derrière vous, il y a quelqu'un qui vous regarde. C'est une règle de vie. Plus vous êtes radical, plus vous devez avoir l'air normal.
Ça peut paraître très fou ce que je dis, mais il y a encore 2 ans, je pense pas qu'on aurait imaginé être dans la situation actuelle de nos privations de liberté publique. Toutes les semaines, il y a des lois pour surveiller la population et contraindre ses libertés. Exactement. Donc si demain, on veut faire sauter les comptes bancaires ou couper la connexion Internet à des militants qu'on juge dissidents, dangereux pour l'État en place et pour le pouvoir en place, ils pourront le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ce que vous faites, y compris sur Internet où on croit que tout est neutre et que personne ne regarde. C'est faux. Vous êtes surveillé en permanence et même le français lambda macroniste est surveillé aussi. Donc pour vous dire. S'investir dans une vie de communion ayant comme visée le bien et le souci du prochain. Heureux les invités au repas du Seigneur. Nos adversaires se multiplient, mais la grâce de Dieu surabonde toujours davantage. Nous vivons la passion du Christ, en quelque sorte. Tu as évoqué quelques pistes, retour au troc, cessation de paiement de l'impôt, création de police locale, de tribunaux locaux, de monnaie locale. Quelles autres actions concrètes et immédiates te semblent réalisables aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il faut aussi s'investir plus à un niveau politique et associatif parce que, en fait, là, tout ce qu'on vient de citer, tout ça est bel et bon, comme on dit, mais ce ne sont pas des actes politiques. La politique, c'est quand vous basculez de votre sphère familiale à la sphère au-delà de la sphère familiale, c'est-à-dire ce qui concerne directement la cité. Et il faut s'engager en politique, y compris dans tous les domaines qu'on vient de parler. La politique, c'est pas acheter. C'est pas contourner les impôts. Ça, c'est pas politique. Un acte est politique quand il a une incidence et qu'il est en concertation et qu'il vise l'ordre de la cité tout entière. Et justement, le risque de toutes ces actions qui sont en soi indispensables, c'est que on risque de s'enfermer en fait dans le pré-politique sans visée politique. Et ça, c'est une position qui est intenable à terme parce que pour faire valoir nos modes de vie, il faut s'engager politiquement. Comme je vous l'ai dit, si demain on a un problème d'approvisionnement, c'est très bien d'avoir fait un potager, mais il faut aussi, penser au sens large et pas juste pour notre famille. Si demain on décide de fermer les écoles hors contrat, il faut s'engager en politique pour défendre ces écoles hors contrat et continuer à donner une formation intellectuelle forte à nos enfants. On le répétera jamais assez, le droit est la conséquence d'un rapport de force. Donc, si vous ne créez pas de rapport de force, vous n'aurez aucun droit. Jamais. Exactement. Et donc, pour ce faire, il y a plusieurs pistes qui existent. Et encore une fois, je le répète, la politique, c'est pas l'Élysée et l'Assemblée nationale. Ça commence d'abord et avant tout chez vous, dans votre quartier, dans votre ville et un peu plus largement, peut-être dans votre département. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est, je pense, reprendre le pouvoir par les mairies. Il faut vraiment se concentrer sur le local, tout simplement parce qu'en fait, la reconquête, si elle se fait de manière pacifique, ce qui est hélas de moins en moins probable, la reconquête, elle se fera par le bas et non par le haut. On l'ignore souvent, mais les mairies sont vraiment un formidable pouvoir. Pourquoi ? Parce que vous avez un pouvoir de subvention à des associations. Donc, vous avez le droit de dire non à des associations, par exemple, pro-LGBT, en ne leur donnant pas d'argent public. Vous avez le droit de dire non à la construction de mosquées parce que vous pouvez interdire des permis de construire. Enfin, c'est vous qui donnez les permis de construire. Donc, s'il y a bien des élections qui ne servent pas à rien, ce sont bien les élections municipales et, jusqu'à une certaine mesure, départementales. Les présidentielles sont les élections les plus inutiles, hein. Ça, faut le savoir. Pourtant, c'est celles qui recueillent le plus de participation, mais c'est pas elles qui sont décisives. Concrètement, ce qui est décisif chez vous, dans votre milieu local, c'est les mairies, les élections municipales et les élections départementales. Donc, investissez-vous en mairie. Il y a des choses formidables qui se font. Je connais des personnes dans mon entourage qui sont maires et qui font des actions formidables là où elles sont. Investissez-vous, que ce soit même juste au conseil municipal, c'est déjà énorme et vous avez déjà investi politiquement pour la cité. Ça peut passer aussi par l'associatif, qui est aussi une manière de s'engager dans la vie de la cité et de défendre ses idées concrètement. Parce que aller à la marche pour la vie, pour se donner bonne conscience en croyant avoir fait un acte militant, c'est bien. Mais s'engager, par exemple, dans des centres d'accueil pour jeunes mamans qui sont en situation de grossesse non désirée, c'est infiniment mieux. On peut aussi aider nos compatriotes de façon assez large auprès d'associations comme Defend Europe, l'Alvarium ou le Bastion Social. Il y a le réseau des mairies, mais il y a aussi le réseau des églises. On peut s'investir aussi dans une paroisse. Les paroisses. Alors oui, les paroisses peuvent aussi être un formidable lieu. Ça, c'est pas directement politique, mais c'est aussi, ça peut avoir des incidences concrètes. Vous avez plein d'associations auprès de vos paroisses. Vous pouvez peut-être y jeter un petit coup d'œil, que ce soit du côté du scoutisme, côté aussi de l'assistance aux plus pauvres, aux malades. Vous avez plein d'associations comme ça qui vous permettent aussi de vous investir concrètement dans la vie de la cité. Même si c'est pas directement politique, ça reste aussi des actions concrètes qui sortent un petit peu de l'entre-soi familial parfois
Il faut un petit peu sortir de ça et viser aussi le bien commun, parce que la charité nous presse, je le répète. Et de ne plus être seul aussi, tout simplement. Exactement. Surtout quand on est dans des grandes villes comme Paris. Alors très bien, les mairies, les associations, les églises, mais à un moment donné, il y a une limite à tout ça. D'après toi, quelles sont les limites de ces actions ? Tout simplement, c'est qu'il y a la police au-dessus. Enfin, regardez la preuve avec Génération Identitaire ou le Bastion Social qui ont été dissoutes, qui ont été des associations pourtant formidables, mais qui ont été supprimées du jour au lendemain par le pouvoir politique. C'est que, en fait, l'action politique locale et à un niveau purement associatif, ça peut avoir des effets très concrets et très positifs. Je ne le remets pas du tout en question et je vous encourage même plutôt à vous investir là-dedans. Mais le problème, c'est qu'elle est intenable à terme parce que le système ne laissera pas se multiplier des aides catholiques et nationalistes. Donc, il va falloir viser plus haut. Ça sera plus à long terme. Il va falloir se saisir du pouvoir. Mais comme le pouvoir ne veut pas de nous, il n'y a plus qu'une seule solution à mes yeux, c'est la révolution. On y vient, la révolution. Mais alors, quel type de révolution ? Une révolution violente ou pacifiste ? C'est un peu compliqué. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, si on se réfère à la définition de ce qu'est une révolution, c'est un renversement d'un système ou d'un pouvoir en place. Un renversement, ça se fait très rarement dans des circonstances pacifiques, hélas. Ça, je pense que la voie de la réforme ne marchera pas. Je suis la première à le déplorer parce que les bains de sang, j'ai pas envie d'en voir. Mais je pense que tôt ou tard, que ce soit les catholiques ou que ce soit d'autres factions entre guillemets de la nation française, à un moment donné, je pense que ça va péter. Donc, il faudra passer par la révolution, je pense, c'est-à-dire un renversement du pouvoir et pas que macroniste. C'est-à-dire que demain, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon qui passe, il y aura les mêmes problèmes. C'est tout le système qu'il faut faire tomber. Et les révolutions politiques, je parle bien politique, je parle pas des révolutions mentales, je parle des révolutions politiques, silencieuses et pacifiques, n'existent pas. Et ça, hélas, d'autant plus qu'on choisit pas d'avoir d'ennemis. Parce qu'on entend souvent des gens dire oui, mais il faut être gentil avec tout le monde, il faut autant que faire se peut se serrer les coudes et essayer de se parler, Ok, très bien, mais si en face de vous, vous avez des personnes qui n'ont pas envie de parler avec vous, vous aurez beau essayer de forcer les choses, vous n'y arriverez pas. À partir du moment où il y a quelqu'un qui vous a désigné comme son ennemi, ce qui est le cas actuellement pour nous, vous avez un ennemi. Et le pouvoir en place nous a désigné comme étant son ennemi. Sinon, il ne dissolverait pas à tire-larigot. Résultat des courses, il faut se préparer à ce qui nous attend et à ce qu'il nous attaque. Et les gilets jaunes, c'était qu'un avant-goût. Je pense qu'à un moment donné, ça va péter. Et encore une fois, aussi, attention à ne pas confondre la guerre qu'il peut y avoir aussi entre ethnies et qui est déjà là, présente. On parle souvent de la guerre civile entre les banlieues et puis les petits bobos blancs, entre guillemets, ou plutôt les blancs bourgeois pour faire court. Elle a déjà lieu, la guerre. Ça, c'est pas de cette guerre-là dont je parle, c'est la guerre civile à suivre. Et il faut pas confondre la guerre civile et la guerre ethnique en cours. Qui, elle, se passe dans les maternités. Exactement. Et il faut pas confondre aussi la guerre civile et la révolution. C'est-à-dire que la guerre civile peut être une conséquence de la révolution, mais la révolution en tant que telle ne peut pas être forcément une guerre civile. Il faut pas confondre aussi les deux. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie, aux expressions qu'on emploie pour décrire les situations qui sont soit celles d'aujourd'hui, soit celles qui seront celles de demain. Face au tyran, le tyrannicide, un chrétien peut-il se rebeller contre le pouvoir ? Alors ça, c'est une question qui se pose légitimement. On cite souvent d'ailleurs une phrase un peu hors contexte de Saint Paul pour justifier le fait que les chrétiens doivent se soumettre au pouvoir coûte que coûte. C'est le fameux verset « Tout pouvoir vient de Dieu », qui est un verset qui est tiré de l'Épître aux Romains et qui est souvent d'ailleurs cité par les hérétiques mormons et témoins de Jéhovah pour justifier justement leur rejet de la vie politique, qui est pourtant une chose naturelle, comme je l'ai précisé en introduction, donc donnée de Dieu. On le voit d'ailleurs dès la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit ça. Dieu le dit à Adam et c'est pour ça qu'il crée Ève. C'est parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme a une nature sociale et donc inévitablement politique. Par contre, ce que ce verset dit, c'est que ça ne doit pas nous entraîner à l'immobilisme en matière politique. Et Saint Paul, tout comme d'ailleurs l'Église catholique en tout, demande l'obéissance et non la soumission. C'est pas la même chose. L'obéissance, c'est obéir tant que les lois humaines ne contreviennent pas aux lois de Dieu. Donc c'est-à-dire que tant que les lois humaines ne contreviennent pas aux lois de Dieu, vous obéissez, vous devez obéir à ces lois et vous devez aussi respecter l'autorité qui en émane. Ça, c'est très important. Par contre, contrairement à ce que font les hérétiques protestants, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible de manière comme un tout, c'est-à-dire comme une lecture et pas juste citer des versets comme ça hors contexte.
je vous renvoie à ce que dit Saint Pierre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, il faut lire Saint Paul et Saint Pierre en même temps, et là se dire, alors oui, il faut obéir aux autorités, mais il faut d'abord obéir à Dieu. Et s'il y a une contradiction entre les lois de Dieu et les lois humaines, c'est la loi de Dieu qui prime. Donc actuellement, payer ses impôts quand on sait que des hôpitaux pratiquent l'avortement, ou marier des personnes homosexuelles parce qu'aujourd'hui la loi le prévoit, quand on est chrétien, on est dans son droit et même dans son devoir de se rebeller contre l'État et de dire non, je ne marierai pas Frédéric et Michel. Non. Voilà. Non, on a le droit de se rebeller dans ces cas-là, on a le droit de dire non. Donc ça, c'est très, très important. Et ce que Saint Paul veut dire aussi, plus profondément, c'est que chaque personne qui a charge d'âme et qui a des responsabilités, qu'elles soient politiques, familiales ou même dans le monde du travail, doit se rappeler que son autorité vient de Dieu. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode qui est assez peu connu de la triple donation du Royaume de France, avec Sainte Jeanne d'Arc, qui avait demandé à Charles VII de lui donner le Royaume de France, qu'elle a ensuite donné à Jésus, pour ensuite que Jésus redonne à Charles VII. Tout ça, en fait, pour lui faire comprendre que Charles VII a été couronné roi de France de par l'intercession de Jeanne d'Arc et de par la décision divine. Donc tout ça aussi pour dire que, en fait, quand vous avez des responsabilités, vous devrez en répondre devant Dieu. Parce que, comme le dit le livre de la sagesse aussi, les puissants seront jugés avec puissance. Et quand on lit aussi en Église, c'est-à-dire de manière totale, quand on lit la Sainte Écriture de manière totale, que profondément, un chrétien a le droit et même le devoir de se rebeller quand l'État ordonne des choses qui sont contraires soit à la loi naturelle, soit à la loi de Dieu. Et d'ailleurs, il y a aussi des saintes colères qui existent. Ça aussi, je dois le rappeler. Je vous renvoie au célèbre épisode de Jésus chassant les marchands du temple. Quand il a vu des marchands dans le temple en train de vendre leurs petites choses, Jésus leur a pas dit d'une voix mielleuse « Est-ce que vous pouvez partir, s'il vous plaît ?» Non, il a sorti le coup de fouet et les a dégagés. Donc, il y a des saintes colères aussi. On a le droit d'être en colère. Et d'ailleurs, même Saint Jean Chrysostome disait que parfois ne pas se mettre en colère, c'est péché. Donc, on a le droit de se mettre en colère, il y a des saintes colères, et la situation actuelle est dans son bon droit pour nous mettre en colère. Cela dit, c'est très compliqué de se rebeller. Se rebeller, très bien, mais c'est impossible quand on n'a pas de financement. On l'a vu avec les Gilets jaunes, alors effectivement, à l'acte 3, c'est pas passé loin. On aurait pu sortir de l'état de droit, et là, effectivement, passer dans un processus révolutionnaire, mais sans financement, ça marche pas. La Russie va pas nous aider, l'Italie va pas nous aider, et donc c'est le cœur atomique du problème. C'est comment se financer, parce qu'en face, effectivement, ils sont beaucoup moins nombreux, ils ont des moyens illimités. Donc à moins que leur système s'écroule de lui-même sur ses propres contradictions, à titre personnel, je ne vois pas d'autre solution que la transfiguration inculquée par le respect du sacré et le sens du sacrifice acquis par la formation au baptême enseignée par l'Église catholique traditionnelle. Hildegarde, un commentaire. Oui, en fait, tu as tout dit. Et c'est pour ça que ce que je préconise, c'est plutôt d'être en autonomie sur certains sujets en attendant que l'État s'effondre, parce que l'État s'effondrera. Et ensuite, essayer justement de former les jeunes en amont pour que, une fois que l'État soit effondré, ce soit nous qui gagnons. Parce qu'il y aura d'autres factions, d'autres néo-tribus qui voudront reprendre le pouvoir qui s'est effondré. D'autant plus que pour refaire société, la tradition chrétienne, européenne, s'appuie tout de même sur 5000 ans de liturgie. 5000 ans de liturgie, c'est-à-dire la liturgie grecque, passée par Rome et passée dans l'Église. Parce que beaucoup le disent, en fin de compte, le communisme, si c'est écroulé, c'est pas parce qu'il fonctionnait ou qu'il fonctionnait pas, c'est parce que sa liturgie était insuffisante. Et aujourd'hui, le cosmopolitisme, c'est la même chose. Sa liturgie étant insuffisante et s'opposant au réel, eh bien, nous le savons tous, ce système s'écroulera. Et la question, c'est quelle pourrait être la prochaine liturgie ou une liturgie suffisante ? Eh bien, elles existent déjà.
c'est la continuité historique, c'est la liturgie inculquée, selon moi, par l'Église catholique. Tout à fait. Et j'aimerais d'ailleurs rebondir sur les gilets jaunes et sur le manque de moyens, etc. Il faut rappeler, en fait, tout simplement, mais il est beaucoup plus facile de renverser une monarchie vieille de 13 siècles à la fin du XVIIIe siècle que la République actuelle. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, comme tu l'as dit, l'État dispose de moyens technologiques, de surveillance qui n'existaient absolument pas à la fin du XVIIIe siècle, mais aussi et surtout parce que Louis XVI avait le pouvoir. Macron, il n'en a pas de pouvoir. Il a le pouvoir d'appliquer, mais c'est pas lui qui détient le pouvoir. Alors attention, l'ennemi existe vraiment, il existe réellement, il a des chairs et il a des os. Contrairement à ce que sous-entendait François Hollande avec le monde de la finance un peu éthéré. Non, le monde de la finance, mon coco, ça existe vraiment, il y a vraiment des gens, il y a Goldman Sachs, il y a toutes les personnes derrière, il y a des banquiers, c'est pas un concept. La tour de Babel existe bien, mais nous le savons, finit toujours par s'écrouler. Mais le problème, c'est que le pouvoir actuel n'est pas à l'Élysée. Donc c'est ça aussi la limite que je pointerais aussi un petit peu chez les Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes ont voulu nous faire croire que Macron était l'alpha et l'oméga du problème et que si on le dégageait, tout irait beaucoup mieux, mais c'est pas vrai. Le pouvoir n'est pas à l'Élysée. Macron n'est qu'un appliquant, il applique les ordres qu'il reçoit d'en haut. Et puis, comme tu l'as dit aussi, le manque de structuration dans le mouvement et les contradictions internes. Il y a des souverainistes, il y a des identitaires, il y a des gauchistes, il y a des droitards, et les Gilets jaunes n'ont pas, ont voulu conserver cet aspect un peu artisanal, mais à un moment donné, dans tout groupe humain, il y a une hiérarchie. Il faut accepter cet état de fait. Il n'y a pas de groupe humain sans qu'il y ait de hiérarchie implicite ou explicite. Donc finalement, il manquait vraiment une dimension véritablement politique aux Gilets jaunes, finalement. C'est-à-dire que ça n'a pas été un mouvement politique, dans le sens fort du terme, c'est-à-dire un mouvement qui se structurait en vue de structurer ensuite la cité. Ça n'est resté qu'au stade des revendications, mais les revendications en tant que telles ne sont pas politiques. Pour qu'un mouvement soit véritablement politique et que des revendications individuelles ou familiales, ce qui était le cas chez les Gilets jaunes, deviennent véritablement politiques, il fallait structurer le mouvement et par manque de structuration et de rejet de l'idée de hiérarchie qui est pourtant fondamentale et un donné naturel chez l'être humain finalement. Aujourd'hui, les conditions d'un grand changement sont réunies. Mais Hildegarde, comment faire la révolution ? Alors, je pense que le caractère, hélas, très petit bourgeois et très individualiste des Français fait que ça partira pas de quelque chose d'intangible, c'est-à-dire de tout ce qui est culturel. Je pense pas que ça sera des révoltes qui seront culturelles, ça partira de révoltes fiscales, comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes. C'est pas la conscience ethnique ou religieuse qui fera partir la révolution. Toutes les révolutions, quand vous regardez en France, que ce soit aussi les révoltes des prévôts des marchands au XIVe siècle avec Étienne Marcel, que ce soit les diverses révoltes qu'il y a eu à la fin du règne de Louis XIV, tout ça, ça a été des révoltes fiscales et pas politiques. Ce qui était le cas, par exemple, en Angleterre, pendant la Révolution anglaise de la fin du XVIIe siècle qui a fait tomber les Jacobites. Les Français ne sont pas assez, je pense, les Français sont un peu placés matérialistes, malheureusement. Ça partira vraiment d'une révolte fiscale. Il faudra aussi une plus grande base que la base strictement ethnique ou religieuse. Il faudra que ça déborde. Et ensuite, je pense que la révolte fiscale, comme on l'a vu chez les Gilets jaunes d'ailleurs, la révolte fiscale va entraîner aussi d'autres revendications, peut-être un peu plus métapolitiques, un peu plus intangibles, comme tout ce qui est culturel, ethnique, etc. Mais ça partira pas de ça à la base. D'une révolte sociale à une révolte identitaire. Exactement, ça, comme les Gilets jaunes et comme ça a été le cas pendant la Révolution aussi. La Révolution est partie aussi de juste de la famine. Et ensuite, les francs-maçons sont venus, ont profité un petit peu de l'émulation qui commençait à avoir lieu et qui est réelle. On entend aussi souvent les royalistes dire c'est les francs-maçons qui ont poussé la Révolution. Non, il y a une base populaire qui existait, mais la révolte s'est transformée en révolution et la Révolution a été volée par les francs-maçons complètement. Puis certains vous diront que de toute façon, si vous payez moins d'impôts, vous aurez moins d'immigrés. Donc l'un va avec l'autre. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le déroulement de cette révolution, comme tout, en fait, sera complètement imprévisible. Ce que je pense en revanche, c'est qu'il faudrait vraiment aussi que la révolution excède le territoire de la France. Parce que notre pays est profondément relié aux autres pays européens et plus largement à l'Occident. Et que si on veut que les choses changent en France, il faudrait que les choses changent aussi à l'étranger. On l'a bien vu pendant la Révolution française. La Révolution française a excédé dans toute l'Europe. Imaginez aujourd'hui avec la mondialisation. Donc, il faudra qu'il y ait des changements aussi dans les autres pays européens. Et je pense que la tradition un petit peu révoltée des Français par nature, qui remonte au loin aux Gaulois, fait que ça partira sans doute de chez nous. Sachant ce qui va se passer, soit le système s'écroule et nous assisterons à un retour de l'animalité, c'est-à-dire que les gens n'ayant plus de culture, de religion, ces personnes retourneront au biologique, soit il faudra laisser les chrétiens
prendre le pouvoir. À leur place, j'aurais déjà fait mes valises. Hildegarde, un mot pour conclure ? Préparez-vous tout simplement à la grande révolution qui arrive. Nous arrivons bientôt à la Semaine Sainte, nous arrivons bientôt à la joie de Pâques. Que la Semaine Sainte, que la croix, la passion et la résurrection de notre Seigneur vous inspirent dans la vie de tous les jours. Et aussi, politiquement, après la croix vient la résurrection. Après la mort, il y a la vie. Que le Christ nous accompagne dans nos vies. Inspirons-nous de sa passion, de sa résurrection en cette basse époque. Que la Semaine Sainte soit pour nous source d'inspiration, d'amour, d'espérance et de charité. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. À très bientôt. À très bientôt. Bonne Semaine Sainte et très sainte fête de Pâques à tous.